Perchée sur un rocher à 500 mètres d'altitude, la citadelle de Sisteron domine les Alpes de Haute-Provence. Construite au XVIe siècle, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'art militaire. Ici, près de 8 siècles d'histoire se racontent sur 10 hectares. Partons à sa découverte, venez, suivez mes pas. Ça monte sacrément. Oh mince, c'est fermé. Quelqu'un peut m'ouvrir s'il vous plaît? Waouh, regardez ça. Un vrai pont-levis. Et c'est le seul, Louise, en état de fonctionnement ici au sein de la citadelle? Tout à fait. On est sur un pont-levis qui date de 1860. La citadelle fait figure d'exception parce que c'est un ouvrage rare et elle en possédait 3 en fait, un au nord et 2 au sud. Et c'est ce qu'on appelle un pont-levis en zigzag, mais je comprends pas très bien comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire et comment on a réussi à le reconstruire à l'identique comme au 19e siècle. Oui, alors en fait, il y a eu 20 ans de recherche pour reconstituer ce pont-levis, retrouver son type de mécanisme. C'est un pont-levis qui servait à remplacer en fait les accès malaisés pour acheminer les canons des ponts-levis à flèche. Et en fait, on est sur un pont-levis qui s'insère beaucoup plus facilement sur des espaces plus étroits et qui ne nécessite pas d'autant de hauteur que les ponts-levis à flèche. Un pont-levis à zigzag, tout simplement parce qu'on a des bras de manœuvre en zigzag, en forme de Z, qui vont se replier en fait sur eux-mêmes quand on va relever le pont-levis. La reconstruction de ce pont-levis a été faite par des artisans locaux qui ont utilisé 2 techniques, le martelage au feu et le rivetage à chaud, comme pour la tour Eiffel. Bon, est-ce que je peux tenter moi de le relever ce pont-levis? Vous pouvez essayer. Alors, nous sommes au milieu des 2 sentinelles, là c'est formidable. On se met chacune d'un côté et on les aide, non? Allez, vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Allez. Ouh. Eh, c'est dangereux quand même. Hop, moi je m'échappe. Venez Louise. Avec sa silhouette unique, la citadelle ne fait qu'un avec le roc, mais quelle est son histoire? Son histoire a traversé les siècles. On a peu, voire même plus du tout, de vestiges du castrum romain qu'il y avait donc en haut de ce mont rocheux et un petit peu en fait de ce qu'il y avait du château médiéval 13e voire même 12e, donc le donjon et le chemin de ronde. Mais c'est vraiment au XVIe siècle qu'elle voit le jour. C'est après les guerres de religion, on a Henri IV qui vient ici à Sisteron et qui veut poser la plus puissante forteresse de son royaume ici. Donc il demande à Jehan Sarrazin d'imaginer une belle citadelle en incluant ce qui restait en fait du château médiéval. Ça a pris 20 ans quand même pour construire ce monument. Et donc Vauban il est venu ici au XVIIe siècle avec un projet immense de renforcement défensif. Mais je comprends pas très bien, on doit pas cette fortification entière à Vauban? Et non. Vauban en fait il est venu parce que on avait une menace d'invasion du duc de Savoie qui avait déjà pris le Dauphiné et il voulait envahir donc la Provence. Et ici on est quand même la porte de la Provence et on est la seule barrière. Donc il fallait vraiment renforcer donc les montagnes qui sont de part et d'autre de la citadelle et également de la citadelle. Sauf que
On est sous Louis XIV, il manque quand même des fonds. Et de ce qui en ressort de ce grand projet qui a été quand même sorti sur 10 jours, eh ben, il reste seulement une poudrière et un puits. Mais cette citadelle, qu'est-ce qu'elle est devenue pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale? En fait, elle a perdu sa fonction militaire au XVIIIe. Et donc ensuite, durant les 2 grandes guerres mondiales, elle a été réquisitionnée pour devenir prison. Première guerre mondiale, on a eu donc les prisonniers allemands qui ont été enfermés ici. Petite anecdote, on a un Zeppelin qui s'est écrasé à Nizon, donc pas très loin d'ici, en octobre 1917. Et donc ici, les survivants ont été emprisonnés donc dans la chapelle. Et également, durant la Seconde Guerre mondiale, on a eu très souvent les résistants qui ont été emprisonnés ici. Et encore une fois, une petite anecdote, quelques mois avant le bombardement de la citadelle, les résistants ont réussi à s'évader grâce à la méthode du cheval de Troie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, on a des résistants à l'extérieur qui ont réussi à trouver des uniformes allemands et très facilement, ils sont rentrés, ils ont sorti les résistants qui étaient enfermés et ils sont sortis. Tout à l'heure, Floriane m'a expliqué qu'en 2026, il va y avoir plein de changements au niveau muséographie. Lesquels? Les premières réalisations ont pris place cet été. En 2026, on va avoir de nouveaux espaces muséographiques avec notamment une calade qui va retracer le parcours de Napoléon lors de son retour de l'île d'Elbe en 1815. Nous aurons également une salle 20e. Nous aurons également des espaces immersifs et une application mobile pour compléter l'expérience citadelle. Je le reconnais, lui, Napoléon. Mais en fait, votre muséographie est déjà en place, là. Faut pas attendre 2026. Alors non, cette silhouette n'existera plus en 2026. Elle sera remplacée par une autre silhouette. Et sur cette plateforme-là, nous aurons une calade qui retrace le parcours de Napoléon de son retour de l'île d'Elbe en 1815. D'ailleurs, c'est de cette plateforme-là que l'on observe le mieux la route par laquelle il est arrivé de l'autre côté de la Durance. Elle est juste là. Je vois du rocher partout, mais je vois aussi des cavités, là, par exemple. Qu'est-ce que c'est, là-bas? Alors on est sur une ouverture de tir, une bouche à canon qui permettait de protéger la face sud et donc les arrivées des envahisseurs par cette face-là. Voici enfin arrivé dans la partie la plus ancienne de la citadelle, le chemin de ronde qui est particulièrement étroit. On dirait une arête, on se croirait sur la cime d'une montagne. Exactement. Ce chemin de ronde donc a été construit au XIIe voire même XIIIe siècle. Donc comment il a été construit? Des échafaudages de part et d'autre de cette arête rocheuse qui est montée vraiment jusqu'au bout et après on a posé le chemin de ronde dessus. Donc c'est vraiment une fusion qu'on a avec l'arête rocheuse. Il a été élargi au XVIIe siècle. Hein? Mais ça veut dire qu'on aurait dû être comme ça normalement, l'une derrière l'autre? Complètement. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est vraiment en fait, cet ouvrage fait l'originalité de notre citadelle et fermer en fait l'enceinte de la ville. Et on a un petit bout de cette muraille là, qui faisait tout le tour de la ville. D'accord, et je crois que je ne suis pas la seule personne illustre à être passée par là. Je plaisante bien sûr. Quels sont les grands personnages de l'histoire qui sont passés par la citadelle? On a eu des très grands personnages. Ici, Napoléon, qui est passé à Sisteron. En 1815, on a François Ier. 2 fois est passé à Sisteron.
Ensuite, on a eu bien sûr Henri IV, parce que c'est lui qui a demandé la construction de cette belle citadelle au XVIe. Et au XVIIe siècle, on a eu ici un prisonnier dans le donjon, prisonnier prince Casimir de Pologne. Vous m'emmenez dans le donjon donc. Exactement. C'est pas très rassurant ça. Vous inquiétez pas, le prince est très gentil. Ah d'accord, mais il est encore là. Et bien sûr, il vous attend. N'importe quoi. Allez, on y va. Quelle vue, quelle vue, quelle vue. C'est splendide. Ici, on a une vue spectaculaire sur Sisteron et ses environs. C'est un peu la citadelle du vertige. Là, on est perché entre les Alpes et la Méditerranée. C'est le point le plus haut de la citadelle. Hein. On est vraiment ici à la porte de la Provence. On est à la frontière entre le Dauphiné et la Provence. Ici, donc, on a une vue sur la Clue. La Clue, qu'est-ce que c'est? C'est un passage étroit entre deux roches où une rivière peut y passer. Et quelle rivière? La Durance. Cette Durance, donc, elle a été contrôlée en 1960 grâce au barrage de Serponçon, mais avant, elle était agitée, très agitée. Elle avait des très grosses crues, elle emportait tout avec elle. Cette Durance, elle prend sa source au Mont-Genèvre et elle parcourt 350 km jusqu'en Avignon. Mais c'est un véritable morceau de bravoure pour les bâtisseurs de l'époque. Construire comme ça une citadelle à même le roc et qui en plus enjambe la Durance, et c'est très élevé aussi, mais comment ont-ils pu faire? En fait, les bâtisseurs sont juste adaptés à leur environnement. Ils ont pris tout ce qu'il y avait ici, donc la pierre et la terre. Et on a même une carrière qui est juste à côté de la citadelle, une carrière de calcaire. Et donc, en fait, ils avaient juste à piocher ici pour bâtir, en fait, ce monument grandiose, ce point stratégique. Stratégique, et oui, parce que j'imagine que cette citadelle n'a pas été construite ici par hasard. J'imagine qu'il y avait un intérêt, notamment pour les échanges commerciaux, parce que je vois que la Durance, là, est à nos pieds. La Durance a été actrice du commerce qui se faisait donc dès l'Antiquité et au Moyen-Âge également. Et ici, vous voyez le pont qui surplombe en fait la Durance. Il fallait absolument surveiller donc le commerce et ce pont-là, parce que le pont a été le seul passage entre la rive droite et la rive gauche sur des dizaines de kilomètres. Et donc il fallait absolument surveiller le commerce en fait qui se faisait sur la Durance, sur le pont. Et juste avant aussi, en Antiquité, on a la Via Domitia qui passe par là. Qu'est-ce que c'est la Via Domitia? En fait, c'est la route qui relie l'Italie à l'Espagne. Et donc il fait beaucoup de commerce faisait dessus, mais aussi elle relie toutes les villes romaines entre elles. Point stratégique aussi pour pouvoir voir l'ennemi arriver de loin, de part et d'autre. C'est pour ça qu'on a implanté ici, dès l'Antiquité, un point de surveillance. On y voit parfaitement. Et du côté des Alpes, on y voit jusqu'à 150 km. Et l'ennemi arrivait très souvent du côté nord. Mais comment a-t-on pu réussir à transformer ces pentes abruptes en une plateforme et créer cette architecture assez anguleuse? Tout ceci est artificiel, on est d'accord. Donc comment on a construit ces étages? Parce que là on est vraiment sur un étagement bastionné. On a apporté de la terre agricole, des milliers de mètres cubes en fait de terre agricole, et sur tous les 3 mètres on a construit un mur en fait pour éviter la pression de la terre. On a fini par le rempart. Et en fait, le fait d'avoir rajouté cette terre permet d'absorber les boulets de canon quand ils frappent en fait le rempart. Donc bastionné, c'est cette forme en fait anguleuse qui donne la particularité quand même de cette citadelle. Ça permet en fait tout simplement de se protéger. Elles sont souvent mises en paire et elles se protègent mutuellement pour faire des tirs croisés, tout simplement.
dans la chapelle Notre-Dame du Château, magnifique chapelle gorgée de lumière mais qui semble suspendue au-dessus du vide. Exactement. Donc cette chapelle, en fait, elle date du XVe siècle. Elle a été directement donc construite sur l'arête rocheuse et elle est de style gothique grâce aux ogives qu'on voit en fait juste au-dessus, au niveau des voûtes. Et la lumière, là, je vois qu'il y a plein de vitraux magnifiques. Et en même temps, ils semblent très modernes, ces vitraux. Exactement, c'est que ça contraste en fait avec le style gothique qu'on a dans cette chapelle. Ils ont été réalisés par Claude Courageux lorsqu'on a reconstruit la chapelle en 1970. Mais cette chapelle n'a pas toujours eu une fonction religieuse, n'est-ce pas? En effet, elle a perdu sa fonction religieuse dès fin XVIe et elle est devenue les logements des lieutenants du roi, dortoirs, prisons. Il y a même pour optimiser au plus la place et pour vraiment, on va dire, mettre plus de prisonniers, surtout lors qu'elle a été prison, un étage. Ah d'accord, il faut imaginer un plancher là. Exactement. Ouais. Et ensuite, donc en 1944, elle a été donc bombardée lors du débarquement en Provence. Et c'est seulement dans les années 70 qu'on a réussi à reconstruire une chapelle comme au XVe siècle. Tout en restant dans le rocher, c'est troglodyte presque cette chapelle. Oui, en fait, ça a vraiment été creusé à la baramine et à la poudre noire. Mais cette pierre-là, elle est d'origine? Tout à fait. En fait, lorsqu'on a reconstruit la chapelle, on a essayé de réutiliser le maximum de pierres. Et on le voit très bien en fait au niveau de ces chapiteaux. Tout en haut, il y en a certains qui sont taillés et d'autres non. Ceux qui sont taillés datent du XVe siècle. Et on voit très bien une feuille de vigne qui rappelle donc une fonction qu'avait Sisteron. Avant, elle a été une grande ville viticole et elle produisait plus de 20 000 hectolitres de vin par an. Et face à nous, nous avons ce qui s'appelle la guérite du diable. Mais pourquoi s'appelle-t-elle comme cela? La légende veut que seul le diable aurait pu aider le maçon à bâtir cette guérite en l'échange de son âme. Sauf que le maçon a réussi à construire cette guérite et quand le diable est venu chercher son dû, le maçon l'a poussé dans la Durance. Faut aller vérifier, on ne sait jamais. Restons prudents. Alors là, il n'y a pas le diable, ouf. En revanche, on a une vue époustouflante en face, à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que finalement, cette guérite du diable n'est ni plus ni moins qu'une tour de guet pour observer tout ce qui se passe alentour et pouvoir anticiper l'arrivée de l'ennemi. Ça monte, ça descend, et là ça redescend. Alors ici, on a un escalier très long, creusé à même le rocher, mais où mène-t-il? Alors cet escalier, qui a la taille équivalente à un étage de la Tour Eiffel, est composé de 258 marches et il nous mène à la porte nord de la ville, la porte du Dauphiné qui a été détruite en 1944. Mais qui a construit ce souterrain? Ce sont des prisonniers qui étaient enfermés dans la citadelle qui ont construit cet escalier. Et donc cet escalier il est percé de plusieurs fenêtres de tir et de jour qui nous permettaient en fait d'évacuer les gravats mais aussi de surveiller une éventuelle attaque. En avant. Alors ici, en 1928, un théâtre de verdure voit le jour et comme il porte bien son nom, parce que ici, on a face à nous la citadelle, de l'autre côté, les montagnes. On est vraiment dans un écrin naturel spectaculaire. À quoi
sert ce théâtre de verdure? Des spectacles, j'imagine? Tout à fait. Alors, il accueille effectivement des spectacles de danse, de musique et de théâtre depuis 70 ans. D'ailleurs, la première pièce de théâtre s'est jouée ici le 15 août 1928 avec le CID et pas moins de 4000 spectateurs. 4000? Mais là, il n'y a pas 4000 places. Non, il n'y a pas 4000 places. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 1400, ce qui est déjà pas mal. Et on reçoit effectivement les grands noms de la scène avec Barbara Hendricks, notamment Lambert Wilson, Michel Galabru, Michel Legrand et Nathalie Dessay. Et bien sûr, BFM qui est ici aujourd'hui. On ne se donne pas en spectacle, mais on se régale, en tous les cas, en étant sur scène, qu'on soit spectateur ou présentateur. Franchement, c'est génial. Face à nous, ce qu'on appelle la poudrière. Alors là, c'est l'une des réalisations de Vauban, n'est-ce pas? Oui, c'est la seule réalisation de Vauban lors de son passage au XVIIe siècle. Elle est composée de 2 salles voûtées superposées et donc elle a une particularité qui est en fait d'avoir des évents en chicane, en zigzag, qui en fait permettaient l'aération de la poudrière et également d'éviter une introduction d'un pétard dans la poudrière. Et il y a même eu des gens assez ingénieux pour imaginer nourrir des rats et les rendre kamikazes en les faisant passer à l'intérieur en fait, des évents en chicane avec un pétard accroché à la queue pour faire exploser le monument. Ah oui, parce qu'il faut imaginer que là, c'était le stockage donc, de la poudre à canon. Tout à fait. D'où son nom, la poudrière. Exactement. Bon, et à l'intérieur, alors on va voir s'il reste des rats ou de la poudre. Oula, ça a bien changé à l'intérieur depuis, ce n'est plus du tout une poudrière. Alors, ça reste une poudrière, mais elle abrite aujourd'hui une exposition liée au Festival des Nuits de la Citadelle depuis cet été. Et donc, on retrace à travers cette exposition l'ambiance du festival, son histoire, et grâce à une bande sonore, on permet aux visiteurs de se fondre dans l'esprit du festival et dans son atmosphère. Et si vous souhaitez à votre tour visiter la citadelle de Sisteron, sachez qu'elle est ouverte du 21 mars au 11 novembre de 9h à 18h et jusqu'à 19h30 en été. Prix de l'entrée 7,50 €, mais elle est gratuite pour les moins de 6 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la citadelle, citadeldesisteron.fr.